l'Europe spatiale s'est bâtie sur la synergie entre le marché commercial et les programmes institutionnels. Il y avait un certain cercle vertueux. Et aujourd'hui, la fragilité des acteurs industriels sur le marché commercial pose le problème de la pérennité de certaines compétences. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, en compagnie de Steve Beauchinger. Steve. Salut Nouman. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, ravi de t'avoir avec nous sur ce programme. Merci de m'accueillir. Alors, il y a quelques jours, la semaine dernière très précisément, on avait eu le plaisir de se croiser, et plus que se croiser, puisqu'on a fait une table ronde. Une table ronde ensemble aux assises. Très bon. Merci beaucoup. Aux assises du New Space. Ça sera l'occasion, lors de cet épisode, de parler un peu de cet événement majeur maintenant et de ce qu'on a pu en retirer. Mais avant toute chose, comme tu le sais, il y a une tradition dans ce podcast. Et cette tradition, c'est de savoir d'où tu viens, quel est ton parcours. Donc, Steve, je te pose la question, quel est ton parcours ? Qui es-tu ? Je ne vais pas dérouler tout mon CV, mais je vais essayer de faire court. Donc j'ai un parcours un peu atypique, je pense, dans le secteur et par rapport à mon métier de consultant. Donc j'ai une formation de juriste. Je pense qu'on a à peu près la même. Carrément la même, je crois. Carrément la même. Donc voilà, de droit international, mais avec quelques années d'écart. Droit international, et dans le cadre de mon parcours en droit international, j'ai découvert le droit de l'espace avec un professeur que tu connais, Philippe Achilleas, qui était chargé de TD à l'époque. Mais donc du coup, j'ai découvert cette matière et je trouvais ça complètement fascinant. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre ma formation plutôt dans le droit de l'espace. Et je suis allé à McGill, à Montréal. C'était le seul institut réellement, je crois, qui était actif à l'époque sur la matière. Et donc, spécialisation en droit de l'espace et des télécommunications. Après, le métier en lui-même d'avocat, contrairement à toi, j'ai pas trouvé que c'était ma passion. J'ai adoré mes études de droit, mais le métier d'avocat, c'était pas forcément ce qui me motivait. Par contre, je voulais réellement poursuivre ma carrière dans le spatial. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le monde du conseil, qui te donne une perspective assez 360 sur le secteur. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et donc dans un cabinet qui s'appelait Euroconsult encore à l'époque. Et c'était il y a quelques années, c'était au début des années 2000. Donc je suis rentré dans le cabinet en 2001, je crois. Et en fait, dans le cabinet qui était petite taille, entreprise familiale à l'époque, une dizaine de personnes à Bastille. Et le secteur connaissait déjà à cette époque aussi des turbulences, crise de management interne. Et donc, je crois que c'était en 2004. Donc, situation assez problématique au niveau de l'entreprise. Et donc, le fondateur, Marc Gigé à l'époque, m'a proposé, ce qui n'a pas comme révision, de reprendre la direction de l'entreprise en s'engageant sur le long terme. Donc voilà, donc juste ça pour dire que assez rapidement, en fait, j'ai été mis dans une position un peu de management. J'avais 28 ans, ce qui était même un petit peu dangereux, honnêtement, parce que j'avais vraiment pas d'expérience managériale, mais ça permet quand même de forger l'expérience et surtout d'avoir une vraie expérience entrepreneuriale, et ça, c'était une vraie belle aventure. Donc, c'est à partir de 2004, 2007, j'ai monté le premier bureau international d'Euroconsult, donc au Canada, de 2007 à 2015, et pendant ce temps-là également, j'ai supervisé l'ouverture des autres bureaux, aux États-Unis, Australie, etc., au Japon. Et en 2015, je suis revenu, j'avais fait ce que j'avais à faire grosso modo au Canada, et je suis revenu en 2015 en tant que CEO d'Euroconsult, donc directeur général adjoint. Et donc j'ai copiloté les opérations et le développement international de la société, qui aujourd'hui fait, avant sa fusion il y a quelques mois, faisait une centaine de personnes. Donc une vraie belle aventure entrepreneuriale, tout en continuant les activités de consultant en stratégie pour les institutionnels et pour les sociétés. L'année dernière, les sociétés du secteur. L'année dernière, j'ai considéré que j'avais fait mon temps, grosso modo, que j'avais fait ce que j'avais à faire dans l'entreprise. Il n'y avait plus grand-chose de nouveau. Enfin, je ne me voyais pas continuer une quinzaine d'années de plus. Donc, je suis sorti de l'entreprise l'année dernière. Je continue à travailler avec maintenant Nova Space en tant qu'affilié et j'ai monté ma propre structure. Et donc,
Je soutiens et je conseille les acteurs institutionnels, industriels du secteur dans leur stratégie, leur développement commercial, levée de fonds pour start-up. Et j'enseigne également à Paris-Saclay et dans d'autres universités. Et ça, c'est très enthousiasmant. Voilà. Donc ça, c'est un beau côté, donc un peu multicasquette, et c'est chouette. C'est bien. Donc un parcours très riche Ouais. Et d'une connaissance finalement un peu à 360 degrés du secteur, vraiment totalement périphérique du secteur. Oui, avec aussi avec les limites, chacun ses domaines de spécialité, mais oui, je pense que ça, l'avantage, ce qui est intéressant dans le métier du conseil, c'est que tu touches vraiment une diversité de sujets et une diversité d'acteurs, que ce soit sectoriel ou géographique, fait que c'est très enrichissant. Très enrichissant. Il y a quelques jours, c'était la 3e édition des Assises du New Space. Alors, c'est un événement qui a commencé petit à la Station F. Oui. Il y a quelques années, c'est vrai que démarrer un événement aux portes de l'été dans le secteur spatial, c'était un pari. Ouais, un pari qui manifestement a été tenu et réussi pour cette 3e édition. On a eu notamment l'occasion de parler ensemble lors de cette table ronde avec le confrère allemand Ingo des problématiques juridiques, et notamment la EU Space Law, etc. Ouais. Plus globalement, qu'est-ce que tu retires de cette grande messe très axée finalement sur le New Space français? Alors, oui, comme tu disais, je pense que c'est une vraie belle réussite. Je crois qu'ils ont plus de 1000 participants. Donc, sur l'écosystème New Space français, je pense que tout le monde était là. Donc ça, c'est une belle réussite. Ce qui était alors peut-être un petit peu difficile, je trouve, c'était de pouvoir suivre l'ensemble des discussions, parce qu'ils avaient 4 tracks en parallèle. Et ça, des fois, trop de sessions tue la session, entre guillemets. Enfin, c'est difficile. Certaines sessions étaient de qualité, mais on ne peut pas y aller, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans la salle, parce que du coup, les gens sont un peu éclatés. Donc je pense peut-être que resserrer le programme, personnellement, je trouve que ce serait utile, en tout cas d'un point de vue auditeur, audience, de participants. Également, j'ai pas trouvé, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande participation des acteurs établis, historiques. Ils n'étaient pas très visibles en tout cas. Donc un événement New Space établi avec une forte participation des startups et de l'ensemble de l'écosystème, mais je pense que ce serait intéressant également d'avoir une participation importante de l'ensemble du secteur et des acteurs historiques, parce qu'ils sont également des acteurs du New Space. Donc je ne sais pas si toi tu les as vus, mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément très visibles. C'est vrai qu'il y avait une participation qui était un peu plus discrète pour les legacy. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est, comme tu l'as très bien dit, toute la communauté New Space était présente, et j'utilise le mot communauté qui est parfois un peu galvaudé, mais à dessein, parce que il y a une vraie entente dans le sens constructif du terme, et non pas juridique, hein. Et il y a une vraie collaboration entre les différents acteurs qui peuvent être concurrents naturellement sur des segments, mais qui se connaissent, qui travaillent ensemble, et qui forment finalement un tissu qui a pris racine et qui s'est vraiment établi. Ouais. Et là, finalement, c'est un peu la transition avec ma question suivante. On est quand même dans un environnement, notamment dans notre pays, mais plus globalement quand même en Europe, qui est assez incertain. Le New Space a eu une explosion, comme aux États-Unis, à une échelle différente, bien sûr, parce que c'est pas quand même le même tissu, mais il y a quand même eu cette explosion sur ces dernières années. Là, on sent qu'on est quand même on amorce une nouvelle dynamique. Comment est-ce que tu perçois finalement cette nouvelle ère? Est-ce que d'ailleurs pour toi, est-ce qu'on est à un point de pivot? Et si on est à ce point de pivot, quels sont les alors je vais pas te faire l'affront, vu que tu es consultant, de prendre cette fameuse matrice SWOT, mais finalement quels sont les fameux risques, quels sont les fameux dangers, en tout cas quels sont les fameux challenges de cette période à venir? Large question. Je vais essayer de ne pas faire une réponse en 10 ou 15 minutes, parce que c'est un peu rébarbatif, mais donc pour essayer d'être un petit peu sélectif, tu l'as très bien dit, on est dans une période charnière et dans un point de bascule. On est dans l'avènement d'un nouveau cycle. Alors le marché est cyclique par nature. Quand j'ai commencé en 2001, on était déjà dans un cycle bas. Il y avait la bulle télécom qui heurtait de plein fouet le marché des satellites, le marché des satcoms, etc. Donc des cycles, le secteur spatial en a connu, mais là on est quand même dans un niveau de transformation et de rupture qui sont quand même
assez inédit. Je pense que le premier point important de ce bascule, c'est quoi, qui est une conséquence en fait d'un certain nombre de tendances, c'est qu'on passe d'une période de diversification de l'écosystème à une période de consolidation et de concentration assez forte, et avec un impact assez important pour l'ensemble des acteurs. Diversification parce qu'on a vu dans ces 10-15 dernières années la vague de nouveaux entrants, des centaines de startups entrant dans les différents segments de la chaîne de valeur du spatial, en amont, en aval, avec une nouvelle approche dans l'innovation, une nouvelle approche dans les business models, dans la gestion de risque, etc. Et donc, des besoins de financement en capitaux, et donc des levées de fonds conséquents. Et ça, on a vu cette augmentation des levées de fonds dans le secteur. Je crois qu'il y a 2021, je crois qu'on a atteint le pic avec 15 ou 16 milliards de fonds levés. Donc, alors qu'on était à quelques dizaines de millions 10 ans auparavant. Donc, diversification et expansion de l'écosystème. Et là, on voit ce retournement de cycle avec cette consolidation et cette concentration qui est liée à plusieurs facteurs. Premièrement, déjà, un environnement de marché qui est beaucoup plus complexe et qui est plus tendu, notamment pour les nouveaux entrants. Lever des fonds aujourd'hui, du fait de la situation macroéconomique, c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs dans les assises du New Space, on voyait cette coexistence de deux générations d'acteurs. Les acteurs de première, seconde génération qui, eux, sont dans une logique plutôt de scale-up et de monter en gamme, monter en taille pour avoir une taille crédit, qui sont plus forcément en termes de rechercher des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais qui sont plutôt dans les logiques potentiellement d'acquisition. Et on a la coexistence avec cette deuxième ou cette troisième génération d'acteurs qui, eux, sont toujours dans cette phase de seed ou série A et qui vont aller chercher du capital risque, et c'est plus compliqué. Donc, c'est plus compliqué pour ces acteurs-là. Donc, un environnement de marché plus compliqué, plus tendu, et deux, on arrive aujourd'hui à une phase où un retour sur investissement peut aussi être demandé par les investisseurs qui ont investi dans ces premières générations d'acteurs. Et en réalité, on a quand même, dans certains cas, des perspectives de revenus et de croissance qui sont en deçà de ce qui était peut-être attendu. On a eu clairement des surévaluations, typiquement avec les SPAC. On était sur des niveaux de décorrélation entre valorisation d'entreprise et revenus. Et entre parenthèses, des fois, je trouvais que certains commentaires à l'époque de certains observateurs qui parlaient de la bonne santé du secteur spatial, du fait des levées de fonds. Des levées de fonds, c'est pas des revenus. Une bonne santé du secteur, ça se mesure aux revenus. Donc, décorrélation entre revenus et valorisation, et donc potentiellement défaillance d'entreprise, quelques faillites, réduction de staff pour certaines, on le voit toutes les semaines. Hein. Donc un environnement plus tendu, et donc qui va pousser certains acteurs à chercher à se consolider. Donc on est passé de cette phase d'expansion à cette phase de consolidation. C'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'on arrive du coup à un changement vraiment fondamental dans la structure même du secteur. Et là, j'essaie de ne pas être trop long, mais juste en donnant un exemple, parce que je pense que c'est vrai à beaucoup de niveaux de la chaîne de valeur, à beaucoup de niveaux du secteur. Si on prend l'exemple de l'impact typiquement des méga-constellations et des constellations, donc l'arrivée des méga-constellations dans le marché Satcom, parce qu'on passe d'un marché qui est drivé par la télévision par satellite, et maintenant drivé par la connectivité haut débit, et donc l'avènement des méga-constellations avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de satellites selon les projets, donc potentiellement plus de 10 000 satellites liés aux méga-constellations en déploiement, qui est vraiment disruptif dans le marché Satcom, et également, de manière plus générale, le développement, l'expansion des constellations et des smallsats. Et donc, les deux combinés entraîne une croissance importante du marché des satellites. J'ai certainement vu cette courbe où tu vois la demande en satellites, une centaine de satellites il y a une dizaine d'années, et on arrive à plus de 2000 satellites, 2400 satellites par an sur cette décennie. Donc, changement de paradigme. Et donc, quand on voit cette courbe, je viens après à mon exposé, à l'objectif de mon exposé, mais on arrive à cette croissance importante de marché, avec la perception qu'on est dans une dynamique et qu'on est dans des revenus, une croissance de revenus potentiels très forte. Le problème, c'est que cette croissance de satellites ne se traduit pas forcément par une croissance de revenus, parce qu'une grande partie de ces satellites ne sont en fait
pas ouvert à la compétition. En fait, c'est là où il y a une différence entre le marché global et le marché adressable. Or, 80% de ces satellites à venir, qui sont ces 2400 satellites par an, ne sont pas en fait adressables et sont captifs, soit parce qu'ils sont lancés par des opérateurs qui sont verticalement intégrés, donc ils fabriquent, voire ils lancent eux-mêmes leurs satellites, c'est type Starlink, ou des opérateurs IO. La plupart des opérateurs IO fabriquent eux-mêmes leurs propres satellites. Donc il y a un problème il y a une confusion entre la taille de marché théorique et le marché en unité, voire en valeur, si on transforme ça en valeur, et les revenus réels. Donc le résultat, c'est qu'on est aujourd'hui dans une structure de marché qui est complètement différente, parce qu'on est on est dans un marché avec une adressabilité qui est plus réduite, une intensification de la concurrence, parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, donc il y a une intensification de la concurrence, donc ça fragilise l'écosystème, et on est dans un marché qui était essentiellement au niveau commercial drivé par le géo, qui était essentiel notamment pour les industriels européens, et on va pas parler quasiment d'effondrement du marché géo, on était à plus de 25 satellites par an, et aujourd'hui on en est à entre 5 et 10, alors que c'était un marché absolument essentiel pour les acteurs industriels et notamment pour les Européens. Donc du coup, on est sur une structure de marché qui est différente, une fragilisation, je pense, de l'écosystème du fait de ces changements paradigmatiques, et je pense également une certaine confusion entre les dynamiques de marché telles qu'elles pouvaient paraître et la réalité du marché en termes de concurrence et d'ouverture. Et donc, ça fragilise les acteurs. Et pour l'Europe, si on en vient à la question vis-à-vis des conséquences européennes, pour l'Europe, c'est un vrai challenge parce que l'Europe spatiale s'est bâtie sur la synergie entre le marché commercial et les programmes institutionnels. Il y avait un certain cercle vertueux. Et aujourd'hui, la fragilité des acteurs industriels sur le marché commercial pose le problème de la pérennité de certaines compétences. D'où le besoin de programmes et de volonté politique et institutionnelle forte. Et le problème, c'est qu'on est dans une certaine logique de renationalisation des stratégies spatiales aujourd'hui en Europe, ce qui n'est pas forcément de bon augure vu les nécessités, je pense, de soutien industriel. Voilà, donc j'essaie un peu de schématiser. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont croisés là-dedans, mais on est quand même dans un retournement de cycle et dans un marché qui, contrairement à ce que l'on pouvait penser au départ, est dans un marché qui est plus fragilisé, plus compliqué à adresser, beaucoup plus compétitif, avec une intensité concurrentielle plus importante, et qui demande une volonté politique forte dans un contexte européen qui est, je pense, plus fragile que ce qu'il était il y a une dizaine d'années. Donc, voilà. Donc ça, en termes de challenge, je pense que c'est ce que je retiendrai, en tout cas dans ce qui me paraît le plus important actuellement. Face à ce contexte, alors je ne vais pas dire hostile, mais en tout cas changeant, et puis des paramètres qui se sont un peu retournés, quelles sont pour toi les forces, ou en tout cas les opportunités que peuvent saisir les acteurs du New Space français et européen dans cette compétition globale? Parce que c'est vrai qu'on voit aussi les États-Unis qui sont assez omniprésents dans la course, qui ont une part du gâteau assez importante. On voit aussi l'émergence des Asiatiques avec notamment la Chine, mais aussi l'Inde, qui est un acteur spatial maintenant majeur. Comment est-ce que nous, Européens et Français, on peut se positionner dans ce grand marché? On a un historique de leadership quand même dans le marché commercial. L'Europe a 30-40 ans d'historique et de positionnement sur le marché commercial. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la situation est compliquée, mais il ne faut pas non plus tirer un trait sur l'ensemble des réussites européennes, que ce soit en amont ou en aval de la chaîne. Il y a des développements sectoriels dans lesquels je pense les Européens et les Français sont assez bien positionnés, ont développé des compétences intéressantes. Je pense notamment dans le secteur de la logistique, et de la logistique des infrastructures orbitales, et dans la gestion des infrastructures orbitales, des infrastructures spatiales, où là on assiste véritablement à une révolution en termes de logistique, mobilité, in-orbit servicing, SSA, gestion des débris. Donc il y a tout un pan entier d'activités qui sont en développement, et les Européens, les Français ont développé des solutions
intéressantes et sont relativement pionniers dans un certain nombre de domaines. Maintenant, la question, c'est comment passer du stade de pionnier à leader, voire à garantir des capacités pérennes. Il y avait d'ailleurs des discussions pendant les assises avec la nécessité pour certains acteurs de commencer à regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que les tailles de marché, parce que certaines opportunités de croissance externe ou de financement à des niveaux qui sont difficilement atteignables en Europe. Donc il y a un besoin de soutien, notamment dans ces je ne vais pas appeler ça des niches parce que je pense que c'est plus des niches, mais dans ces développements futurs où je crois qu'on a des cartes très intéressantes à jouer. Moi, c'est un exemple. Pour conclure cet épisode, cet entretien, alors c'est ton métier donc on ne va pas tout dévoiler, mais si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à une PME ou à une start-up du New Space dans cet environnement-là, comment est-ce qu'elle peut en tout cas aider à son adaptation face à ce contexte très changeant? Ça, c'est dur, ça. Parce que chaque cas est vraiment particulier. Chaque cas est vraiment particulier. L'enjeu pour n'importe quelle start-up au départ, c'est de bien identifier son avantage concurrentiel et son avantage et sa technologie propre. C'est la valorisation de la technologie. Comment valoriser au mieux ces développements technologiques, notamment vis-à-vis des investisseurs, parce que c'est notamment ce qu'ils vont regarder. Donc, essayer de se concentrer sur le danger quand on est au début, c'est de se disperser et de courir plusieurs lèvres à la fois et d'être du coup pas réussir à être compétitif sur l'ensemble de la chaîne parce que n'y a pas forcément les moyens. Donc identifier sa niche de marché, valoriser sa compétence technologique et ensuite avoir un axe clair de développement avec, il y a plusieurs stades, il y a le stade 1 de pénétration de marché et ensuite la diversification des activités, etc. Mais moi, c'est un peu après, si on est en aval, si on est en amont, les enjeux vont être différents. Mais actuellement, vu la situation concurrentielle et la situation du marché au niveau des capitaux, je pense que ce que les investisseurs vont chercher, c'est valoriser au mieux la techno et l'IP. Et bien protéger l'IP. Et ça, je pense que c'est aussi c'est un domaine qui t'est cher. Un pont que tu fais vers ma pratique. Je te passe la balle. Voilà. Écoute, Steve, je te remercie beaucoup pour ces quelques mots. La semaine qui arrive va être une semaine cruciale aussi pour le spatial européen. Oui. On croise les doigts pour Ariane 6. Oui, tout à fait. Et écoute, tu parlais pas des élections. Ah bon, ça. Il se passe tant de choses. C'est ça. Mais c'est vrai que dans notre secteur, il y a ce grand milestone européen. C'est crucial. C'est incroyable parce qu'on est quand même. L'Europe a été leader pendant plus de 20 ans dans le marché des lanceurs. On a tendance à l'oublier. Donc j'espère que ce lancement permettra à Ariane Group, à Ariane Espace et plus généralement au secteur des lanceurs européens de reprendre sa place naturelle dans le marché. Bah écoute, on le souhaite de tout cœur. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation à cet épisode. On fera certainement un débrief pour les 4e assises l'année prochaine. Ouais. D'ici là, merci à toi. Bel été. Ouais, toi aussi. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.